Il fait le service minimum pour un profit maximum. Bonjour Gilles Labalte. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous publiez Sarko l'Africain, c'est aux éditions Hugo et compagnie, et vous allez à l'inverse de toutes les idées reçues jusqu'alors. Autrement dit, Nicolas Sarkozy aime l'Afrique. Quand est-ce que sa liaison plus ou moins secrète avec les dirigeants a débuté ? Elle a débuté au début des années 80. Donc, qu'il aime l'Afrique, il a compris très tôt à cette époque-là qu'il fallait s'intéresser à l'Afrique, qu'il fallait courtiser des dirigeants africains pour assurer sa carrière politique en France. Donc c'est une initiation graduelle qui s'est opérée, je dirais, dans les années 80, sachant que ces deux principaux mentors en politique, on parle beaucoup de Charles Pasqua, mais on oublie avant lui Achille Peretti, maire de Neuilly, qui est un Corse aussi et qui était très branché sur l'Afrique et notamment sur la Centrafrique avec des intérêts miniers dans le diamant. Donc il a eu toutes les cartes en main pour dès le début saisir que c'était quelque chose d'important et étudiant le parcours politique des hommes qui l'ont précédé, il a compris qu'il fallait un adoubement par justement des chefs d'État africains pour assurer cette carrière et puis petit à petit monter en puissance. Pourquoi à votre avis cette discrétion à l'égard de ces relations qu'il a avec les dirigeants africains ? Je pense qu'elle s'est installée à la suite des scandales. Il a vu passer de près l'affaire Elf, il a vu passer de près l'Angola Gate. Pour lui, l'Afrique, c'est un continent où il y a beaucoup de coups à prendre. Il faut se méfier de tous les scandales comme ça qui remontent jusqu'à Paris. Donc, il a eu une attitude où, au lieu de monter directement au contact, il a plutôt fait avancer des conseillers, souvent des conseillers officieux d'ailleurs. C'est ce qui a fait parler de continuité, c'est qu'on a vu très très tôt, et avant même qu'il soit élu, on a vu Robert Bourgi, donc le conseiller officieux et l'héritier autoproclamé de Jacques Foccart, on l'a vu courtisé déjà à ce moment-là, en 2006, par un Sarkozy qui parlait de rupture avec la France-Afrique. Et il faut dire que le père de Robert Bourgi était lui aussi un grand pourvoyeur d'informations à l'époque pour le pouvoir qui était celui du général de Gaulle, et il donnait des informations effectivement pour la France. C'était un entrepreneur libanais, c'est ça ? Oui, qui était basé au Sénégal. C'est ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est cette filiation, cette continuité assez étonnante qu'on peut retrouver quand on remonte dans l'histoire. Je suis remonté assez loin, jusque dans les années 40 et 50, pour comprendre comment le système france-africain s'était mis en place. Alors, on nous parle du père de Robert Bourgi, déjà à cette époque-là, en contact avec Foccart. On parle aussi du père de Vincent Bolloré, qui était le principal financeur du parti gaulliste à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'il y a les liaisons diplomatiques et il y a aussi les liaisons économiques qui sont dynastiques. Qui sont dynastiques. On parle aussi du père de Martin Bouygues, qui également était proche du parti gaulliste. Donc on a un clan, une famille qui s'est mise en place, un système qui s'est mis en place, qui fonctionnait très bien, de manière assez fermée, assez opaque. Et puis petit à petit, avec la succession d'affaires, ça a commencé à faire jaser. Donc il a fallu composer différemment. Dans un premier temps, parler de rupture, effectivement, pour montrer qu'on tournait une page. Et quand on regarde dans la réalité de ces relations france-africaines, on se rend compte que avant même 2007, donc avant même l'élection présidentielle, Sarkozy avait déjà il avait déjà puisé des deux côtés. Il avait parlé de rupture, mais il était déjà en contact donc avec les vieux de la vieille pour continuer de la même manière. Est-ce que ça veut dire que rien ne le différencie de ses successeurs à l'Élysée ? Ce qui le différencie principalement, et tout le monde le dit... Pas de ses successeurs, de ses prédécesseurs. Ce qui le différencie principalement, tout le monde le dit, c'est que c'est le premier président depuis Charles de Gaulle à ne pas aimer l'Afrique, à pas avoir l'Afrique dans la peau. Il s'y déplace quand vraiment il doit y aller. On sent qu'il y va à contre-cœur et que c'est un continent qu'il insupporte plus qu'autre chose. Donc c'est un peu service minimum, mais en même temps, c'est comme il le dit, il y va, il mouille sa chemise, il fait le job. Le job de qui ? C'est la question que je pose dans le livre. On voit très bien dès le départ que c'est vraiment le soutien des grandes entreprises énergétiques, ces intérêts nucléaires, du pétrole, du gaz français en Afrique, c'est vraiment la grande priorité pour tout ce qui concerne les anciennes colonies. Oui. Et pour le coup, quelle image la France a sur le continent africain aujourd'hui ? Alors déjà, il fallait compter avec le fait que l'image de Sarkozy, avant même son élection, il avait l'image de quelqu'un qui était vraiment arc-bouté sur cette question de l'immigration choisie, donc très impopulaire avant même son élection. Ça s'est pas forcément amélioré depuis, même s'il a fait beaucoup d'efforts aussi pour aller au contact, pour aller serrer des mains à la façon de Chirac, ce qui lui a pas forcément réussi non plus. Maintenant, je dirais que justement il y a cette difficulté de continuer à faire le travail
d'homme d'État, tout en ayant la réputation de quelqu'un qui vient uniquement pour des intérêts très précis et qui repart aussitôt que c'est terminé. C'est ce qu'il lui reprochait tout le temps, c'est le fait de ne pas honorer la tradition d'hospitalité africaine. Il ne reste même pas une nuit dans un pays qu'il visite. Vous êtes suisse, vous êtes ethnologue, vous avez passé pas mal d'années en Afrique, vous avez fait des séjours. Est-ce que le cas de la France est unique dans sa relation avec l'Afrique ? Est-ce qu'il y a un autre pays qui a une relation comme ça avec un continent ou avec un pays ? Alors, ça dépend si on parle de la situation actuelle de la France ou de la situation de la France il y a quelques 10, 20 ans avant la chute du mur de Berlin. On a deux situations très très différentes. Et je dirais que très nettement, on a pu observer, et j'ai pu observer d'ailleurs que à la fin des années 90, on restait dans ce sentiment d'histoire commune avec la France, qu'on soit à Madagascar, qu'on soit au Sénégal. Il y avait vraiment des liens forts, des liens privilégiés, des liens culturels, des liens au niveau de la langue, et puis une idée de destin commun. On voit très très bien que pour des journalistes français aussi qui se promènent en Afrique francophone aujourd'hui, l'accueil est franchement beaucoup plus froid, voire plus hostile. Les manifestations anti-françaises sont très fréquentes. Et puis, les Africains, je pense de cet ancien précaré, ont le sentiment que aujourd'hui, la France politiquement agit comme le feraient les États-Unis, comme le ferait simplement une puissance qui cherche à défendre ses intérêts et sans vision d'avenir sur ses relations avec l'Afrique. À votre avis, d'un mot, est-ce que par exemple, a priori ça risque d'être le cas, est-ce que l'avènement de Ouattara à la présidence de la République en Côte d'Ivoire va changer quelque chose dans les rapports qu'on aura justement avec la Côte d'Ivoire ? Peut-être. On sait que là aussi l'attitude de l'Élysée est assez ambiguë. On sait que Sarkozy est naturellement plus proche de Ouattara, qu'il a une amitié commune aussi avec Bouygues. On sait que d'autre part, le principal conseiller officieux de Sarkozy, Robert Bourgi, est beaucoup plus proche de Gbagbo. Donc là déjà, on a une sorte de hiatus. Comment est-ce que ça va se développer ? Comment est-ce qu'on explique le fait aussi que Gbagbo a très très bien défendu les intérêts de Bouygues et Bolloré pendant toutes ces années ? Comment tout ça va se dénouer ? C'est une page qui se tourne et souhaitons que ça se fasse de manière calme et sereine. Maintenant, ce que l'avenir réserve, on ne peut pas. On n'est pas devin. Sarko l'Africain, aux éditions Hugo et compagnie. Merci beaucoup pour votre passage, Gilles Labarthe. Merci. Très instructif. Si vous souhaitez réagir, cette adresse toujours à votre disposition. Votre avis @tv5monde.org.